Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, en liminaire, je voudrais d'abord remercier l'honorable Président d'avoir compris que dans notre pays, les personnes ponctuelles sont celles qui sont considérées comme ces États en retard. J'étais là depuis 15 heures et le palais du peuple était fermé. Je voudrais d'abord féliciter notre gouvernement et sa chef parce qu'ils ont déposé ces billets dans les délais. Mais au-delà de ces éloges, j'ai des observations à faire et des questions à poser. Je vais me résumer faute de temps. C'est ainsi que je n'aurai que 6 observations et 5 questions à poser. La première observation, elle est de forme. À la page 3, au 4e paragraphe, il y a une phrase incomplète. Les documents numéro 1, bien sûr. Parce que les autres, ce sont les documents qui accompagnent les budgets. La deuxième observation, c'est que autant je suis dans la joie de voir que le gouvernement s'était entêté devant nos observations lorsque nous disons qu'il était absurde qu'on puisse exiger le quitus fiscal à celui qui veut ouvrir un compte bancaire. Il s'était entêté. J'ai suivi lors d'un conseil des ministres que le président de la République avait trouvé que c'était une banalité. Ainsi, je suis non seulement dans la joie, mais je suis dans les jubilés de voir que dans la loi sous examen, à l'article 30, nos préoccupations d'antan ont été prises en compte. Mais j'ai une inquiétude. C'est qu'il est demandé que les mesures d'exécution soient prises par la suite. Honorable Président, je voulais vous demander de veiller que les mesures d'exécution qui suivront puissent rester dans l'esprit du projet qui nous est déposé. Troisième observation, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation dans tous les pays du monde n'est pas de l'apanage du gouvernement. On élargit le bloc opératoire pour plus de fiabilité. La première observation, c'est que généralement, on se calfêtre sur les données de la Banque centrale, que j'aime beaucoup. Mais ces données mutilent les réalités économiques de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour tous ceux qui connaissent l'histoire économique de ce pays, ils savent que pour élargir le champ, on se réfère à l'Institut national de la statistique, on se réfère à l'IRES de la faculté des sciences économiques de Kinshasa. Et je souhaiterais même qu'on puisse élargir davantage ce bloc opératoire. Et comme si cela ne suffisait pas, les meilleures pratiques commandent que l'analyse ne soit pas seulement polygonale, mais elle devait être longitudinale. Les minimums de produits à considérer, c'est au moins 500. N'imitons pas le Sénégal. À force de maquiller les chiffres, un jour le Fonds monétaire va nous rattraper. Donc, ça c'est la première observation. Et la deuxième, nous sommes dans un pays atypique où circulent légalement, concomitamment des monnaies. J'évoque ici la loi de 2001 qui donne au dollar américain le pouvoir libératoire sur les marchés congolais. Et dans un tel pays, les taux d'inflation se calculent en taux de ratio. Et je l'ai dit que les 7% ne reflètent pas les réalités. Nous tous, nous fréquentons les marchés. Et il ne faut pas être économiste pour savoir que les biens prennent de l'ascenseur sur nos marchés. La quatrième observation, c'est que nous avons les PIB. Donc j'ai essayé de travailler avec le cadrage macroéconomique qui a été indiqué lors du dépôt des
ces documents. Lorsque vous faites de la simple arithmétique, nous sommes aujourd'hui autour de 9 milliards de dollars. Et j'ai lu dans les bidets, on dit les meilleures pratiques africaines, c'est autour de 17%. Mais je me pose la question, nous sommes sur quelle planète? Lorsqu'on fait cette moyenne au niveau des fiscalités africaines, on tient compte du potentiel fiscal de chaque État. C'est ainsi que vous avez les pays comme le Sénégal. Ils ont une pression fiscale. Bon, c'est péjoratif. Ils ont les ratios recettes fiscales qui est autour de 25%. Et l'île Maurice est aujourd'hui à 36%. Quelle paresse financière. Pourquoi? Nous sommes incapables, avec un PIB de 90 milliards de dollars, de mobiliser en recettes courantes au moins 20 milliards de dollars. Je ne suis pas que théoricien, je suis également praticien, j'ai plus de 30 ans dans la filière. Très modestement, le gouvernement est caractérisé par une paresse professionnelle, une paresse financière. L'enjeu du jeu actuel, le vrai défi de la République démocratique du Congo, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Et donc, on doit en tenir compte pour la suite. La cinquième observation, c'est le super profit qui est un impôt institué par les codes miniers. On doit réorganiser cette situation dans l'égard des réformes en cours pour trouver de la place pour cette fiscalité dans les droits fiscaux classiques congolais. C'est anormal qu'on puisse continuer à subordonner la fiscalité à un texte autre que celui qui porte les impôts de notre pays. Et la sixième observation par laquelle je vais m'arrêter, parce que si vous ne m'arrêtez pas, je ne vais pas cesser tout de suite, c'est que nous sommes ici à l'article 46 de la loi que nous examinons. J'insiste là-dessus que le reste, ce sont des annexes ou des documents dont la production est obligatoire. Je trouve qu'à cet article, la DGRAD, que je félicite, va instaurer les rescrits fiscaux en République démocratique du Congo, ma foi. Je posais la question, si nous comprenons ce que c'est un rescrit fiscal. Les rescrits fiscaux, c'est ça, le ruling fiscal qui a posé des problèmes il y a peu au niveau du Luxembourg, qui a fait perdre autant de milliards de recettes. Est-ce que nous sommes déjà outillés? C'est un instrument moderne, certes, mais il doit être encadré. Le ruling fiscal est accompagné par ce qu'on appelle des services de décision anticipée. Parce que leurs avis lient les fiscs, même au niveau de la justice. Il suffit seulement que la régie financière interprète mal la loi en faveur d'un opérateur économique, ça sera des recettes de bon. Donc je voudrais qu'on puisse revenir sur cette affaire et dans les mesures d'exécution qu'on doit prendre, on doit prendre tous les services comme ça se passe ailleurs. Pour ne pas monopoliser la parole. Honorable, vous êtes deux intervenants. L'honorable Kali Zanzo a consommé 5 minutes et demie et vous reste donc à peu près 3 minutes. Je pose mes 5 questions et de la manière la plus succincte, honorable président. La première question, honorable président, que je pose à notre gouvernement, c'est de savoir quel sera le cadrage macroéconomique de ces métiers. Parce que nous avons deux taux. Ce n'est pas une question optionnelle, c'est une question légale. Sur le fondement de l'article 11 de la LOFIP 2011, il y a un principe de sincérité budgétaire. Quel sera le cadrage que vous allez utiliser en syntonie avec l'article 11 de la LOFIP? Deuxième question que je voudrais poser ici, pourquoi il y a tant d'arriérés à la DGI et pourtant nous apprenons que c'est là où nous viennent les gros de nos recettes? Avant d'entrer dans cette salle, j'ai eu le temps de le vérifier. Ça fait 3 mois que ces gens n'ont pas été payés. Pourquoi ça? Ou bien c'est une stratégie pour les encourager de recourir à la fraude? Troisième question.
lors de votre discours d'investiture, vous avez promis de créer 1 500 000 emplois par an. Je voulais savoir, jusqu'à ce jour, vous en avez créé combien? Et avec ce budget, vous allez en créer combien? La quatrième question, en quoi l'impôt global est-elle une réforme? Ce système a été appliqué en Belgique depuis des années 60. Il est abandonné. Et même le Congo-Brazzaville d'en face vient de l'abandonner. En quoi votre loi budgétaire est remplie de plusieurs dispositions sur l'impôt global? Honorable Président, 1 minute. distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je vous épargne de ces 60 secondes. Je préfère m'arrêter là, jeudi. Merci beaucoup. Honorable Godin Pouy. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, le groupe Alternative Divine a adopté une approche participative en associant le réseau gouvernance économique et démocratie dans la réflexion sur les observations que nous allons faire sur le projet de loi de finances. Auparavant, je tiens à m'associer au nom de notre groupe parlementaire à tous les collègues qui ont félicité la Première ministre pour sa prestation. Et je salue aussi la présence de tous les membres du gouvernement. Honorable Président, nous avons des observations à faire, d'abord dans le cadre macroéconomique. Nous constatons qu'effectivement, la croissance économique est stagnante, il y a 5,3%, mais sans qu'il y ait un moteur réel de relance. Si le taux d'inflation officiellement est maîtrisé, ça ne se traduit pas par une amélioration du pouvoir d'achat. Et enfin, honorable Président, l'appréciation du franc congolais est une donnée qu'il faut prendre en considération dans ce projet de loi de finances parce qu'elle est postérieure au dépôt du projet de loi par la Première ministre ici au Parlement. Concernant les recettes, nous avons remarqué qu'il y a une performance faible et souvent non crédible. Il y a baisse de recettes non fiscales, douanières et même fiscales. Et sur ce plan, il y a une certaine dépendance aux ressources extérieures alors que celles-ci sont volatiles. Les régimes d'exonération sont opaques et il y a perte énorme pour l'État, donc un manque à gagner. Les prévisions sont souvent irréalistes en ce qui concerne certaines lignes. Et là, par exemple, prenons l'exemple de permis de conduire, on a prévu 121 milliards, alors que ça nécessiterait 2,1 à 2,5 millions de permis de conduire par an, ce qui est pratiquement difficile, sinon impossible. Plusieurs actes générateurs ne sont pas actionnés dans le domaine des mines, des hydrocarbures, voies de migration, et d'autres non actualisés parce que nécessitant des arrêtés interministériels, ce qui constitue aussi, là encore une fois, que l'État laisse passivement échapper les recettes qu'il devrait encaisser. La digitalisation dans ce domaine est incomplète. Il y a parfois contournement, ce qui fait qu'il y a un manque criant de moyens pour la mission de collecte de recettes. Il y a non-maîtrise des bases taxables. Enfin, toujours dans ce domaine de recettes, concernant les recettes environnementales particulièrement, elles ne sont pas captées, faute d'expertise et de certification de nos ressources. Le rapport 2023 de la Banque mondiale estime à 223 et
398 milliards de dollars non captés par la République démocratique du Congo dans ce domaine. En ce qui concerne les dépenses, nous avons constaté que la structure est souvent mal orientée dans le domaine des investissements, des rémunérations, des prestations et même du fonds spécial d'intervention. Concernant les investissements, la priorité est accordée aux équipements motorisés au détriment des infrastructures socio-économiques. Et sur ce plan, il y a une dépendance de 71% au financement extérieur, ce qui peut être considéré comme une perte de souveraineté budgétaire. Peu de moyens engagés par l'État pour financer les investissements. Manque de précision dans les libellés de projets, localisation, nature des travaux et non-conformité avec les instruments internationaux, au niveau, par exemple, avec la Banque mondiale ou même l'OCDE. Et puis, la budgétisation est souvent mécanique, voire même il y a un véritable saupoudrage. Concernant les rémunérations, 43% des primes dans l'enveloppe salariale, en contradiction avec la loi, qui prévoit un maximum de 2/3 de traitement de base. Et puis, il y a absence de données sur les effectifs, ce qui fait qu'il y a un risque de fictif, voire de surcoût. Concernant les prestations, la rubrique « Autres services » est un véritable fourre-tout, parce que 91% des dépenses de prestations sont faites dans une certaine opacité. Et puis il y a surfacturation, voire recours excessif à des locations au lieu de construction durable. Concernant le fonds d'intervention, le fonds spécial d'intervention, près de 79% des fonds spéciaux d'intervention inscrits dans le projet de loi des finances 2026, soit 23,9 milliards de francs congolais, sont attribués à des structures non opérationnelles comme des juridictions en violation de la nomenclature budgétaire. Seules les directions d'enquête, police judiciaire, scientifique, Interpol, stupéfiants, etc., sont réellement éligibles, ce qui révèle plutôt un important gisement d'économie et un besoin urgent de recadrage. Concernant les secteurs sociaux, nous avons remarqué un sous-financement chronique dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau et énergie. Concernant la santé, par exemple, le budget est en baisse, 10,23% du budget général, ce qui est en contradiction avec le respect de la déclaration d'Abuja, qui prévoit 15% du budget général. 63% des investissements dépendent de l'extérieur dans ce domaine. En ce qui concerne l'éducation, les collègues l'ont rappelé tout à l'heure, forte régression des crédits, moins 5,31%. La fonction enseignement, 12,41%, loin de la norme de 20% qui est prévue par le système OCHEO, qui a été prévu par les objectifs de développement durable en Corée du Sud. La rémunération des enseignants, très insuffisante, 228 $ par mois contre un minimum barémique de 500 $. Nombre d'écoles à construire et à réhabiliter non renseignées par le programme de développement local 145 territoires. Dans le domaine agricole, 5,94% du budget général, ce qui est loin de la norme de Maputo, qui prévoit 10%. Dépendance extrême au financement extérieur, 56 à 65%. Concernant l'eau et l'énergie, sous-secteur eau quasiment abandonné, 0,1% du ministère. Aucune ressource pour l'autorité de régulation de l'eau. Fonds Mwinda sous-financé malgré son rôle stratégique. Non prise en compte du pacte énergétique de la RDC, le secteur abandonné au financement PTF, qui est la proposition technique et financière.
En ce qui concerne les infrastructures, nous avons constaté des anomalies majeures. Libellés incohérents, montants identiques pour des projets différents et inversement. Duplication des data centers, contraire aux normes de l'UIT et même de la Banque mondiale. Suppression des contreparties pour 13 projets techniquement mûrs, ce qui a risque de blocage par les bailleurs. Mauvaise cohérence sectorielle, l'exemple c'est l'électrification d'Inongo, classée dans le PTNTIC. Concernant les mines et hydrocarbures, rendement faible malgré le potentiel qui existe. Redevance minière augmentée seulement de 3,1%, alors que le cobalt, après la suspension de la vente dernièrement, est aujourd'hui à 48 000 $ la tonne. Absence de mécanisme fiable de traçabilité, ce qui a perdition massive. Plusieurs actes générateurs non activés, et ce qui entraîne aussi des pertes fiscales. Sous-financement du service géologique national, alors qu'on a un besoin de 119 milliards, actuellement, il n'y a qu'une simple allocation de 3 milliards. Aucune allocation pour la stratégie nationale sur les minerais critiques et la transition énergétique. Dans le domaine sécuritaire et intérieur, incohérence structurelle, avons-nous constaté? C'est vrai que la défense nationale aujourd'hui constitue un impératif catégorique. Mais c'est pour autant que nous allons négliger le rôle de la police nationale. Et là, nous constatons que la police nationale est sous-dotée parce qu'il n'y a que 17%. Alors qu'au niveau de la défense, il n'y a rien de comparable parce qu'effectivement, tout bien gardé, surtout dans le contexte dont nous nous trouvons aujourd'hui, la défense nationale est primordiale. Manque de 149, alors qu'il y a manque de 149 094 policiers pour atteindre la norme minimale. Certaines actions dans le cadre à moyen terme ne sont pas prises en considération dans le projet de loi de finances. La ligne, par exemple, de 25 806 comités locaux de sécurité et d'appui à la gouvernance ne sont pas repris dans le projet de loi. Et puis, il y a la prime des administrateurs de territoire qui ne sont pas prises en considération. Concernant les genres, Honorable Président, pour chuter, aucune donnée désagrégée par sexe ou âge dans les ministères sociaux. Il y a dépendance de 70% à 90% au financement extérieur. Et le budget du ministère du genre, qui joue un rôle transversal, est impossible à assurer parce qu'il n'y a que 0,32% du budget général qui lui est consacré. Voilà, Honorable Président, les observations que nous voulions faire pour ce projet de loi de finances. Et l'occasion faisant de la rend, j'en profite pour rappeler à la Première ministre le dossier resté en veilleuse de l'aménagement de Lumumba-Ville et pour lui rappeler la proposition que je lui ai faite d'attribuer à cette ville emblématique le statut de zone économique spéciale pour booster son édification. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Cheikh Kitundu. Vous avez consommé 13 minutes et vous êtes les seuls intervenants pour votre groupe.